Bonjour, vidéo T005C4 sur quoi acheter en optique grand format, qui fait donc la suite de la T05C1, T05C2, T05C3. Voilà. Parce que je me suis aperçu que je n'avais pas abordé un thème qui était par quelle focale commencer. Et quels étaient les focales disponibles, possibles. Et puis nous allons parler des obturateurs, parce que parfois on a le choix entre plusieurs obturateurs pour une focale donnée. Voilà. Donc je vous ai dessiné un magnifique format, dans lequel on va distinguer la diagonale, que j'ai noté 1, le petit côté, que j'ai noté 2, et le grand côté, que j'ai noté 3. Alors, si on s'intéresse au 24-36, eh ben, la diagonale, elle fait normalement 43 mm et des bananes. Et ben, on va la focale standard, fournie en standard avec le 24-36, qui est différent de la focale normale, qui devrait faire 43 mm. Ben, la focale standard, c'est 50 mm, grosso modo. On trouve des 45 mm aussi, c'est plutôt rare, mais on en trouve quelques-uns. Et en général, il faut bien lire les tests pour voir ce que ça vaut, parce qu'ils sont pas tous égaux, quoi. Mais ils sont pas tous égaux, ils sont pas tous aussi bons les uns que les autres, et on a des fois des surprises. Le petit côté fait 24 mm, le grand côté fait 35 mm, et on va s'intéresser à deux fois le grand côté, ou deux fois la diagonale. Donc deux fois le grand côté, bah, ça fait 2 fois 35, ça fait 70 mm. Et finalement, bah, si on regarde bien, la focale standard, ça nous donne un angle de champ de 45 degrés. La focale 45, 43 degrés à peu près. La focale sur le 24 mm en champ horizontal, va nous donner un champ de 73 degrés. Je lis mes notes. La focale de 35, toujours en champ horizontal, va nous donner un angle de champ de 55 degrés. Et le 75 mm, qui est une focale standard beaucoup plus courante que le 70 mm, lui va nous donner un angle de champ horizontal de 27 degrés. Alors on pourrait arrondir le 50 à 40 degrés. Bon, 40 degrés, 45 degrés, on voit à peu près ce que ça fait. Donc on se repère assez facilement. Ça fait un peu moins que la moitié de l'angle droit. L'angle de champ du 75-80 mm, ça fait grosso modo 30 degrés. 27 degrés, pas loin de 30. Bien sûr, c'est 27 degrés, vous n'aurez pas 30 degrés. Hein. C'est pas parce qu'on le veut qu'on l'a. Donc on voit vaguement ce que ça fait. Ça fait le tiers de l'angle droit. Le 35 mm qui fait du 55 degrés, grosso modo, on voit à peu près que 55 degrés, c'est pas loin de 60. Donc ça, c'est le 2 tiers de l'angle droit. Donc on réussit assez bien à voir ce que c'est. Puis tout le monde sait, tous ceux qui ont mangé déjà du Toblerone voient très bien ce que fait un angle à 60 degrés. Et le 24 mm qui fait 73 degrés, horizontal toujours. Ça, c'est un peu plus délicat à apprécier parce que bon, on sait que c'est large, quoi. Bien sûr, il y a toutes les focales intermédiaires, comme le 28 mm, ou des focales plus longues, comme le 80, 85, 90 mm, suivant que si vous êtes chez Nikon, vous allez avoir du 85 mm, ou chez Canon aussi, alors que si vous êtes chez Leica, vous allez avoir du 90 mm, par exemple. Mais chez Leica, vous allez aussi avoir du 75 mm. Ça dépend des marques, tous n'ont pas des focales étagées pareilles, et ainsi de suite. Bon, il faut regarder. Et donc en grand format, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Donc j'ai distingué deux cas, hein, qui sont le 4.5 et le 8.10. Et donc en 4.5, ça va nous donner, donc le 4.5 il est là, la focale 1, ça va être grosso modo 150 mm. Donc le 150 mm lui va nous donner un angle de champ de 43 degrés horizontal, grosso modo. La focale 2, c'est 90 mm, ça va nous donner un angle de champ de 67 degrés. D'accord. Horizontal toujours, horizontal pour un cadrage horizontal, hein. Tout est en cadrage horizontal. Et
La focale 3, ça va nous donner un angle de champ, donc c'est 120 mm, ça va nous donner 53 degrés, donc finalement un peu plus large que le 150, c'est logique. Et puis si on prend deux fois le grand côté, ça nous donne du 240 mm qui existe aussi, et puis là ça nous donne un champ de 28 degrés. Donc c'est là où on voit que, en comparant les angles, les proportions du format, un format très rectangulaire, proportion 2 par 3 comme le 24-36, va nous donner des angles de champ un peu plus larges horizontalement, bien sûr, puisque c'est un peu plus large horizontalement. Voilà. Alors que le format de chambre, qui est en format en proportion 4 par 5, lui va être un peu plus étroit horizontalement, toujours en cadrage paysage. Et si on s'intéresse au 8-10, eh bien, la focale 1, donc la focale normale, la focale normale est aux alentours de 300 mm, donc ça, le 300 mm, on le trouve. Il y a des gens qui préfèrent le 360 mm, par exemple, 355 mm, qui se trouve aussi. 300 mm, lui, il va nous donner un angle de champ de 45 degrés. Voilà. Donc à chaque fois, ça joue entre le 50 mm du 24-36 qui nous donne 40 degrés, le 300 mm qui nous donne 45 degrés, et le 150 mm en 4,5 qui lui nous donne 43 degrés, vous voyez qu'on tourne toujours dans les mêmes proportions. C'est parce que c'est homothétique. C'est homothétique, c'est simplement une échelle plus grande ou une échelle plus petite, mais c'est toujours une proportion. Voilà. La focale 2, c'est le 20-25, 8 pouces par 10 pouces, ça fait 20 cm par 25 cm. Bon, moi j'ai calculé pour le 210 mm, qui est une focale que l'on trouve, il va faire 61 degrés de champ. Contre 67 degrés de champ pour le 90 mm en 4-5. D'accord. Et la focale 3, c'est 240 mm, 25 cm normalement. Alors j'ai calculé pour 240 qui est beaucoup plus courant que le 250, mais on trouve des 250, et là on tombe sur 55 degrés d'angle de champ. Voilà. Et puis, deux fois la focale 3, ça nous donne bien sûr grosso modo 500 mm, et j'ai calculé pour 500 mm, là on tombe à 28 degrés d'angle de champ. D'accord. Donc, alors, pourquoi c'est intéressant, et ainsi de suite. Donc ça, il va falloir raccrocher ces angles de champ par rapport aux angles de couverture. Quand on va regarder, parce que l'intérêt d'utiliser des chambres, c'est de pouvoir faire des bascules et des décentrements. Ça, c'est expliqué dans les vidéos, ça doit être dans la C2, où j'ai expliqué ça. Donc du coup, quand vous avez un grand angle qui correspond au petit côté, qui vous prend déjà entre 60 et 73 degrés d'angle de couverture, d'angle de champ, il faut un angle de couverture plus important. Et donc là, on va être intéressé à utiliser des focales, des formules optiques type Super Angulon, Grand Dagon. Alors Super Angulon, c'est Schneider, Grand Dagon, c'est chez Rodenstock, SW chez Fuji et chez Nikon. Donc 120, voilà, 120 SW ou Super Angulon 210. Voilà. Alors pour vous donner une idée, un Super Angulon 210, c'est ça. Voilà. Donc le bouchon est énorme. Si je le mets à côté de mon visage, vous voyez, ça prend une certaine taille. Et alors je vais remettre le bouchon derrière pour ne pas bousiller ma lentille. Je l'oriente correctement. Voilà. Et ça pèse 2 kg. Grosso modo, voilà, ça pèse 2 kg, 2 kg, 2 kg 5, et ainsi de suite. Ce sont des objectifs. Alors, en 4.5, les objectifs, on les trouve très facilement. En 8.10, beaucoup moins.
tout simplement parce que il y a beaucoup moins de monde qui faisait du 8-10 quand les gens faisaient les photos à la chambre. Et ce sont pas des objectifs, c'est des objectifs qui étaient très 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 chers à l'achat et qui d'occasion, comme ils sont rares, restent toujours très très chers. Un 210 ancienne version, hein, donc celui-là c'est une première. Je m'aperçois qu'il n'est pas dans le champ. Celui-là, il a un numéro en 12 millions, donc je me souviens plus l'année, mais c'est une première version en monocouche, traité, enfin avec un traitement plutôt basique, plutôt du début, voilà. Je crois qu'il existait en version chromée, donc c'est pas tout à fait le premier batch de la première version, mais bon, c'est une première version. Il y a eu une deuxième version derrière qui elle est encore plus chère, donc ça se trouve aux alentours de 2000 €, et la version traité multicouche se trouve entre 2000 et 3000 €. Voilà, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Et si vous vous dites, bah, je vais aller le chercher chez Rodenstock, lui il est plutôt à 3500-4000, et si vous dites je vais le chercher chez Fuji, alors chez Fuji je ne sais pas s'il existait, c'est possible, ou chez Nikon, c'est dans les 4 à 5000. Voilà. Donc c'est là où on se dit, avant de commencer à mettre le doigt là-dedans, il faut ouvrir une page Excel et puis se dire, bon ben voilà, premier choix, tel et tel type d'objectif, deuxième choix, tel et tel type d'objectif, et puis à chaque fois on surveille sur eBay à combien ça se vend, et puis on regarde le chiffre global et on se dit, ben, sur combien de mois, années, on va étaler l'investissement. Voilà. Ou ne pas le faire. Ne pas le faire. Moi, c'est une chose que j'avais faite quand j'avais voulu acheter un Arax. Un Arax, c'était un Kiev 88 modifié par la société Arax pour le fiabiliser. Donc voilà, je me dis, ah bah tiens, c'est un boîtier que j'aime bien, c'est parce que j'ai le Kiev 88, j'ai eu la Zolblad Milev, donc c'est un boîtier que j'aime bien, et je m'étais dit, bah tiens, je vais m'acheter un Arax moderne, et ainsi de suite, et puis j'ai commencé à fouiller le site du vendeur. À l'époque, c'était, je sais pas, il y a 10 ans, 10 ans, ouais, bien 10 ans. Il n'y avait pas eu encore la guerre déclarée en Ukraine, et en tout cas, et surtout, il y avait un choix d'objectifs, et ainsi de suite. Donc j'ai commencé à faire ma liste au Père Noël et ma feuille Excel, et puis j'ai fait l'addition, et puis je me suis dit non, c'est pas raisonnable. Par rapport à l'utilisation que je vais en avoir, c'est pas raisonnable. Donc voilà. Après, et donc du coup, il faut calculer ces angles de champ, des focales qui vous intéressent, et puis regarder, bah, pour avec tel angle de champ, je vais pouvoir faire tel ou tel type de sujet, et qu'est-ce que ça va me donner si je mets 5 degrés de bascule, 10 degrés de bascule, ou 1 degré de bascule. Et puis vous allez trouver dans les documentations techniques le cercle ImageNet, et donc ça va vous dire, ben voilà, à l'infini le cercle image fait telle dimension, de combien je peux décaler mon, mon objectif dans mon... Alors, combien je peux décaler mon cadre image dans mon cercle ImageNet pour me permettre du décentrement. Voilà. Donc, par exemple, le 210, lui, il fait 50 cm de cercle image. Donc, 50 cm de cercle image pour un format qui, lui, fait 30 cm de diagonale, grosso modo. Bah, en fait, je peux le déplacer, bah, ça me donne 20 cm, mais 20 cm, il faut que je divise par 2, donc ça me donne 10 cm, grosso modo, de décalage, en comptant à la louche. Alors, il faut faire attention, parce que vous êtes en train de déplacer un rectangle dans un cercle, et déplacer un rectangle dans un cercle, bah, il y a une histoire de diagonale, quoi. En fait, c'est pas le... Voilà, c'est les diagonales qu'il faut prendre. Et vous faites des déplacements comme ça, alors qu'en fait, c'est la diagonale qui reprend dans le cercle. Voilà. Donc, grosso modo, bah, avec cet objectif-là et la Sinar S2, je peux mettre ma ligne d'horizon sur le bord en cadrage vertical. Voilà. Ça, je suis très content, c'est très bien, et ainsi de suite.
Alors bien sûr, on va trouver cette focale de 210 mm dans cette formule optique de superangulon ou de grand dagon ou de SW qui fait grosso modo 100 degrés d'angle de champ, mais on va aussi le retrouver dans des formules optiques avec des angles degrés plus modestes et des prix plus faibles, comme on pourrait le trouver dans les Dagor. Donc les Dagor, c'est les f6.8 ou les angulons. F6.8 qui sont des formules qui s'apparentent au double Gauss, qui sont un mélange entre le monocentrique et le double Gauss, et donc qui ont un angle de couverture de 80 degrés de champ. Et bon, comme on a un angle de champ de 60 degrés, 80 degrés et 60 degrés, c'est compatible. D'accord? Donc ça couvre. Et il y a des G-clarons qui sont des G-clarons F8 qui sont des Dagor aussi. Et alors il faut faire attention parce que le G-claron, il y a eu deux générations, et il y a une génération qui est du type Dagor, même si elle ouvre à 8, et il y a une autre génération qui est un 6 lentilles et pas un 4 lentilles comme j'avais dit dans une autre version, dans une vidéo précédente, et qui est un plasmate qui lui a un angle de couverture faible. Donc vous allez trouver sur les forums des gens qui vont dire moi j'ai un 210, j'ai Claron qui couvre le 20-25, et puis moi personnellement j'ai des 210, j'ai Claron qui ne couvre pas le 20-25. Tout simplement, moi c'est des plasmates et c'est pas des Dagor. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de se renseigner sur quel objectif, à quelle formule optique et quel angle de couverture réellement, et puis apprendre à les reconnaître. Apprendre à les reconnaître, donc trouver un site où on va le trouver, et ainsi de suite. Enfin voilà. L'angle de couverture, c'est des degrés, ça ne change pas. Le cercle-image, lui, c'est la projection de l'angle de couverture à une certaine distance. Il est toujours donné pour l'infini. Dès que vous faites la mise au point, vous éloignez l'objectif du film, et donc vous augmentez le cône de projection est toujours le même, mais du coup la tâche interceptée devient de plus en plus grande. Et c'est simple, agrandissement 1 sur 1, elle est doublée. Donc mon 210 mm agrandissement 1 sur 1, il couvre un champ, oui, pas un champ, un cercle image de 1 mètre de diamètre. Voilà. Donc à la limite, si je faisais de la macro avec cet objectif-là, c'est possible que ça passe, mais enfin c'est possible que ça passe du point de vue qualité optique, mais j'aurais des mouvements gigantesques. J'aurais des mouvements gigantesques possibles parce que je me retrouverais à déplacer toujours un format de 20 cm par 25 cm, mais là dans un cercle de 1 mètre de diamètre. Voilà. On peut bien sûr prendre du papier à carreaux, une règle, un rapporteur, tracer les trucs, et puis faire un dessin à l'échelle pour se demander quel va être le cercle image net à telle distance, à tel grandissement, puisque la distance c'est aussi le grandissement que l'on obtient, pour voir si quand je vais faire ma photo d'objet, par exemple, ou quand je vais faire un portrait, je ne vais pas me retrouver en fait avec un cercle image net. Je vais me retrouver avec un cercle image net plus important que le cercle image net à l'infini que j'ai lu dans les documentations. Et donc du coup, une focale que j'aurais rejetée dès le départ parce que le cercle image net était trop proche, mais si je veux l'utiliser pour faire du portrait, tout d'un coup, elle devient possible, elle devient utilisable. Voilà. Et donc c'est ça qui va rendre intéressantes certains objectifs comme par exemple les aporonars qui ont des angles de couverture de 40 degrés seulement, 48 degrés en diaphragme, mais qui, aux distances à portrait, quand on est au grandissement 1,5, ils ont toujours 48 degrés de couverture, d'angle de couverture, mais ils ont un cercle image net qui est multiplié par 1,5 quand vous êtes au grandissement 1,5. Et donc du coup, agrandissement 1,5, ton cercle image net qui grosso modo pour un 360, pour un 36 cm de focale tangentait la diagonale, va être une fois et demie plus grand, donc il va faire grosso modo 450 mm,
Et là, je vais pouvoir commencer à éventuellement envisager une bascule sur les yeux pour avoir les deux yeux nets, ou un petit décentrement pour faire une vue un peu en plongée ou en contre-plongée. Donc c'est là où, euh, quand vous allez construire votre système, vous allez choisir, ben bien sûr, toujours en fonction de votre budget, hein, parce que c'est ça et puis c'est tout le monde pareil, moi pareil. Hein. Si j'avais pu avoir toutes les dernières versions en traité multicouche et ainsi de suite, je les aurais eu aussi. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que vous allez construire votre projet d'investissement sur une chambre, sur des objectifs, en vous disant, bah voilà, tel objectif existe, tel focal, tel angle de champ existe, dans telle formule optique, avec tel angle de couverture, et donc du coup me permet tel type de choses. Voilà. Moi je connaissais, enfin, façon de parler, j'ai beaucoup échangé avec lui, avec quelqu'un qui était au Portugal, qui voulait faire de la macrophotographie à haute résolution et ainsi de suite. Et donc au début, bon, bah, il avait commencé avec une chambre Cynar, parce que c'est un soufflet pas cher qui permet d'avoir des grandes extensions, et puis certains objectifs, et puis suite à des conversations, et tout comme ça, moi je lui ai dit j'utiliserais plutôt tel objectif ou tel autre, et ainsi de suite, et voilà. Donc il m'avait suivi, et puis finalement il avait obtenu des très bons résultats. Voilà. Donc voilà, un peu comme du point de vue des focales, la base du départ. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans le livre de Karl Koch, qui doit être traîné pas très loin, parce que il doit traîner. Mais enfin bon, c'est la base de ce qu'on trouve dans les livres, et notamment, ah bah voilà, il est tellement pas loin que, oui, il est là. Donc ça, c'est la base de ce qu'ils disent dans ce livre-là, alors qui est une jaquette magnifique que personnellement, moi j'adore. Hein, voilà, grand format, cours de photographie. Alors c'est aux éditions Paul Montel. Alors la jaquette a pu changer avec le temps, et si vous ne le trouvez pas avec la jaquette, il est d'une... Là, on sent bien que la jaquette est française, et alors hop, que je m'installe, et que la couverture, elle est suisse-allemande. Hein, c'est très... Et c'est en fait un cours de photographie qui a été écrit par le créateur de la marque Cynar, par le créateur de la marque Cynar, qui était un photographe, hein, voilà. Et il a dessiné sa chambre, il les a fait fabriquer, et ainsi de suite. Et donc voilà, donc c'est un cours de photographie, c'est un livre que je vous conseille largement d'acheter, même si vous ne voulez pas faire de Cynar, hein, même si vous ne voulez pas acheter de Cynar, mais d'acheter ce livre-là, parce que c'est un excellent cours d'utilisation à la chambre. C'est basé effectivement sur la marque Cynar, donc ça vous montre ce qu'on peut faire avec une Cynar. Et donc il faut comprendre ce qu'il montre, et ainsi de suite. Et puis après, bah, si vous dites, bah moi j'ai pas les moyens pour une Cynar, je vais acheter plutôt une Cambo parce que ça me semble moins cher, ou je vais acheter une chambre en bois, ou je vais acheter une Intrépide, ou je vais acheter je sais pas quoi, parce que ça me semble moins cher, bah, vous pourrez transposer ce que vous avez lu dans le livre, en regardant les photos et en vous disant, ou en lisant les fiches techniques, en vous disant, ah bah oui, il y a du décentrement vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, des bascules, et comment ça va bouger, et comment vont se retrouver les plans, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un travail intellectuel, mental à faire, de compréhension, de transposition de ce que vous avez lu dans un livre et de ce que vous imaginez pouvoir faire, ou savoir ce que vous voulez faire, et puis le jour où vous la croisez en vrai parce que vous faites une sortie photo avec quelqu'un qui a ça, ou parce que vous voulez l'acheter sur le bon coin et que vous voulez la voir avant pour voir comment ça bouge, et pour vous apercevoir, ben non ça passe pas, ben non je peux pas faire le décentrement, ou expliquez-moi, moi je voudrais voir faire un décentrement de tant de centimètres, ben non je peux pas, ou comment fonctionne le décentrement indirect. Voilà, donc c'est des choses à faire et à voir, et à comprendre et à savoir, et sinon bah, vous risquez d'acheter quelque chose qui en final ne fera pas ce que vous voulez. C'est un peu dommage parce que c'est toujours facile d'acheter, revendre c'est un peu plus compliqué.
Donc voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Bien sûr, il y a des focales plus courtes pour des angles de champ plus importants, il y a des focales plus longues pour des angles de champ plus étroits. Mais grosso modo, dans les objectifs de chambre, il n'y a pas beaucoup d'objectifs avec des angles de couverture de plus de 100 degrés. Il y a quelques objectifs, alors quand je dis 100 degrés, il y en a certains qui vont à 105 degrés. 100, 105. Il y en a quelques-uns qui vont à 120 degrés. Donc moi, quand je m'étais intéressé à la photo panoramique, à la photo grand angle, eh bien, quand j'ai voulu acheter un objectif pour le 4.5 qui fasse 120 degrés, j'avais le choix entre trois focales, 35, 38 et 47. Voilà. Donc il y en avait deux chez Schneider, donc ça devait être 38 et 47, et il y avait le 35 chez Rodenstock à l'époque. Donc vous voyez, le choix est vite fait. Hein, voilà. Il y a eu peut-être un périgraphe dans des focales aussi courtes, mais je suis même pas sûr. Je crois que la focale la plus courte du périgraphe que j'ai vue dans les catalogues ou des choses comme ça devait être 75 mm. Donc c'est même pas pour le 4.5. Quand j'ai cherché l'angle de champ de 120 degrés en 8-10, bon bah là on est dans le périgraphe, l'hypergon. Alors il y a une réédition de l'hypergon qui a été faite par un chinois à 75 mm. Donc le 75 mm hypergon, bah, j'en ai acheté un, mais j'ai toujours pas fini de l'adapter sur l'obturateur Copal-Sinard. Ça fait 120-130 degrés d'angle de champ. Ce sont des formules optiques hyper simplistes, autant le périgraphe que le hypergon qui sont. Alors l'hypergon, c'est quasiment la focale, la formule optique d'origine de ces angles de champ-là. Je pense que le pléon était avant l'hypergon. Bon, bah, ce sont deux ménisques qui sont face à face avec des rayons de courbure gigantesques, enfin très petits. Hein, et quand vous regardez l'objectif, c'est quasiment une bille, quoi. On a l'impression que c'est une bille de verre. C'est deux lentilles, le périgraphe, c'est le périgraphe f14, c'est deux doublés, et ça fait 120 degrés d'angle de champ. Bon, donc ce sont des objectifs qui datent du début du siècle dernier, 1900 grosso modo, avec une qualité d'époque. Voilà. Donc j'ai trouvé le 120 mm en périgraphe, j'ai acheté 75. Alors 75, il est moderne, avec d'abord les lentilles sont claires, les traitements optiques sont modernes et ainsi de suite. Donc, et j'ai vu 2-3 exemples de photos, ça a l'air d'être pas mal. Il faut que je fasse une pièce pour l'adapter. Et puis comment ça s'appelle, le périgraphe, lui, donc ça a été calculé en 1890, 1900, ça a été fabriqué jusque dans les années 50, 60 peut-être, par périgraphe, c'est quoi? C'est Benoît Spertiot, je crois. Oui, c'est Berthiaud, par Berthiaud. Bon, bah, j'en ai deux. Il y en a un qui a beaucoup souffert du temps, il y en a un qui a moins souffert du temps. C'est pas hyper contraste hein, comme image. Ça fait un style. Si on recherche ce style-là, l'objectif le fait naturellement. Il n'y a pas besoin de mettre une voilette devant, du tulle ou des choses comme ça, et ainsi de suite. Et donc 120 mm en 8-10, ça fait un angle de champ de 100 degrés. Voilà. Il aurait fallu. Alors, j'ai pas encore essayé le 90 mm, parce que j'ai le 90 mm en périgraphe qui lui fait 120 degrés, enfin qui quand on le met à un 20-25 derrière fait 120 degrés d'angle de champ, parce que ça vignette presque au bord et ainsi de suite. Donc bien sûr, avec ces angles de champ qui sont très très proches de l'angle de couverture, bah, déjà il faut utiliser le diaphragme qui permet cet angle de couverture là. Je vous rappelle que bah, par exemple le 47 XL que je vous avais présenté, donc que j'ai acheté pour le 4.5, il fait 120 degrés à f16.
il ne le fait pas à f5.6. Hein. À f16, la qualité d'image s'améliore sur les bords la lumière passe à 120 degrés, mais vous n'avez pas d'image. Donc quand vous fermez F16, vous réussissez à obtenir une qualité d'image qui fait que vous pouvez dire oui, j'ai une image. J'ai pas de la lumière, j'ai une image. C'est différent. Et puis donc quand vous avez ces angles de champ qui frôlent ou égalent les angles de couverture, ben, vous n'avez aucun mouvement possible. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi le 47 XL qui était finalement la focale la plus longue pour l'angle de couverture, parce que ça me permettait de faire du 120 degrés sans mouvement en 4.5. Et quand je le mettais avec un dos 6-12, eh ben, ça me permettait éventuellement de mettre ma ligne d'horizon sur le bord du 6-12, le bord du 12 cm du 6-12, et donc d'avoir éventuellement un décentrement exploitable. Parce que bien sûr, ces angles de champ, ces très grands angulaires, bah, vous les avez aussi dans des formats plus petits, hein, comme le 24-36. Ces très grands angulaires, ça ramasse beaucoup horizontalement, mais ça ramasse aussi beaucoup verticalement. Donc on peut être intéressé par photographier des bâtiments très hauts, et dans ce cas-là, on lève le nez, et tout d'un coup, on se retrouve avec votre église qui ressemble à un gâteau de jelly, quoi. Voilà, et donc où ça ressemble au château fort dans les tapisseries du Moyen-Âge, quoi, avec beaucoup de perspectives et ainsi de suite. Donc on peut aimer, c'est un style, c'est vite lassant et ainsi de suite. Autant des perspectives avec des fuyantes horizontales. Voilà. Tant qu'on garde les verticales, les fuyantes horizontales, c'est-à-dire le toit de le toit de la maison et la route qui se rejoignent sur le bord de l'image, ça, on a l'habitude, c'est très bien accepté. Mais le bâtiment qui est fini en pointe de flèche, c'est beaucoup moins bien accepté. Et donc du coup, bah, j'ai préféré le 47 XL parce que en 6.12, je pourrais faire un angle de champ horizontal important tout en limitant l'angle de champ vertical et du coup avoir une possibilité de décentrement. Donc c'est pour ça que dans votre projet photographique, il faut réussir à voir ce que permet en standard, en facilement accessible, l'appareil que vous allez acheter, voir quels sont les objectifs qui peuvent se monter dessus. Ça c'est valable pour tous les formats, hein, pas que la chambre, tous les appareils. Voir les objectifs que vous pouvez monter dessus et vous projeter dans l'avenir de ce que vous pouvez faire avec. Voilà, comme je disais, c'est dans quoi acheter en moyen format. Vous n'allez pas acheter un système pour les objectifs standards, vous allez acheter un système pour les objectifs exceptionnels que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai préféré le Rolleiflex 6008 au Mamiya RZ, parce que le Rolleiflex 6008 bah, me donnait accès au 110 ouvert à 2, me donnait accès au 180 ouvert à 2.8 que ne proposait pas du tout Mamiya. Mamiya offre de très bons objectifs pour le 6.7 et ainsi de suite. Voilà. Après, c'est une question de moyens, une question de je suis prêt à investir tant de temps, parce que le temps c'est de l'argent, quand on dit le temps c'est de l'argent, l'argent que vous dépensez dans la photo, eh ben, il faut le générer, et vous le générez par votre travail, et vous le générez par les vacances aux Maldives que vous ne prenez pas. Donc c'est du loisir, et voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut construire ces focales. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, bah, grosso modo, les objectifs de chambre vont de 35 mm. Alors les objectifs de chambre du temps de l'argentique vont de 35 mm, grosso modo, jusqu'à 1200 mm. Il y a une petite période où on a fait de la chambre numérique, où on a vu des comme le capteur était bien inférieur à 6,9 cm, ils ont recalculé des objectifs avec des focales très courtes. Donc j'ai souvenir d'avoir vu des 24-23 mm en formule type super angulon, hein, en 100 degrés d'angle de couverture, et ainsi de suite.
Ce sont des objectifs très très rares que l'on croise de temps en temps sur eBay et à des tarifs bah, correspondants, quoi, et très chers. Voilà, et en plus il faut faire attention parce que ces objectifs-là destinés au numérique sont souvent avec des obturateurs un peu louches quant à leur mise en œuvre. Voilà, voilà, voilà. Donc, suivant le format, bah, vous avez des gammes d'objectifs accessibles, utilisables. Alors, accessible et utilisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire disponible, facilement trouvable, ça c'est le côté accessible. Mais utilisable, ça il faut faire attention parce que vous avez des objectifs ou des focales qui vont aller très bien, par exemple en 8-10, mais quand vous allez le mettre sur un 4-5, ils n'auront pas la résolution, ne seront pas assez bons pour être satisfaisants dans une utilisation dans un format plus petit. Voilà. Donc si on prend par exemple, on va aller sur le cas extrême, alors il se trouve que je ne l'ai pas, donc je parle un peu comme ça, je ne vais pas dire sans savoir, mais Nikon a fait un 1200 mm téléobjectif pour le 8-10. Bon, bah, à ma connaissance, très peu de gens l'utilisent pour du 4-5. Et encore moins pour faire de la photo d'astronomie sur du 24-36, par exemple. J'ai jamais vu ça. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui a fait un test pour rigoler, tout simplement parce que bon, bah, l'objectif, il a un diaphragme, il a une diffraction qui passe sur du 8-10, mais ne passe déjà plus sur du 4-5. Voilà. Il faut se rappeler que ce ne sont pas des objectifs, ce sont des objectifs qui ont été, je veux dire, calculés à la main, mais presque, qui ont, ce qui est pas forcément ce qui est pas forcément, comment dire, un drawback, c'est pas forcément une mauvaise chose que c'était calculé à la main par rapport à calculer par ordinateur. Tout dépend le talent de la personne qui est derrière l'ordinateur ou qui est derrière la plume sergent-major. Voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui utilisent encore des Tessar de 1900, parce que des Tessar de 1900, ça tient la route par rapport à comparé à des objectifs construits et calculés postérieurement. Voilà, moi chez Leica j'ai le Sumar. Bah, le Sumar, je l'ai mis derrière un Leica, devant un Leica M8. Bah, le chromatisme, il était très très bon. Il était très, très bon et la résolution n'était pas dégueulasse. Alors bien sûr, il y a l'espèce de flou enveloppant, machin chose, d'aberration sphérique, de bokeh tournant et ainsi de suite. Mais la résolution dans la netteté peut être très bonne. Voilà. Enfin, donc, et donc, grosso modo, quand on fait ces calculs du début, d'angle de champ et de focale et choses comme ça, bah, on s'aperçoit que changer de format ne fait pas changer les angles de champ, tout simplement parce qu'on va prendre d'autres focales qui vont nous donner les angles de champ. Donc, aller vers du grand format, aller vers un type d'appareil, va vous donner autre chose qu'une variation d'angle de champ. Et c'est ça qui peut être un peu déroutant, c'est que grosso modo, bah, on se dit, voilà, je vais faire une photo sous 30 degrés, bah, je peux prendre un 75 mm, 70-75 mm en 24-36, ou je peux prendre un 500 mm en 8-10, ou je peux prendre un 240 mm en 4-5. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui va changer? Et bien, ce qui va changer, c'est justement que vous allez faire un plan film 8-10 ou un plan film 4-5 ou utiliser une matrice numérique 24-36 ou un film 24-36. Quand on va changer de format, tout en gardant le même angle de champ, qu'est-ce qui va réellement changer? Le sujet ne va pas changer. L'angle de champ ne va pas changer. Si vous êtes en argentique et que vous prenez par exemple de l'Atrix en 4-5 ou en 8-10 ou en 24-36, le film physiquement ne va pas changer. Il va changer de dimension, parce que vous allez avoir besoin d'un morceau de film plus grand, mais la nature chimique, photochimique du film ne va pas changer. Donc son grain ne va pas changer. Et donc du coup, quand vous allez le développer, il va vous donner en finale, par centimètre carré ou par millimètre, autant de grains
une même taille de grain. Et donc quand vous allez changer de format en argentique, et bien ce que vous allez changer essentiellement, c'est deux choses. Vous allez changer la taille relative du grain par rapport à votre sujet, et vous allez changer le grandissement de votre sujet par rapport au cadrage. C'est-à-dire que si vous faites un portrait par exemple, et que vous gardez les mêmes proportions de la taille du visage dans le champ, et bien plus vous allez augmenter le format de votre film, plus vous allez devoir vous rapprocher de façon à faire grossir l'image pour qu'elle remplisse la même taille. Et donc vous allez augmenter le grandissement. D'accord ? Donc d'un côté, quand vous augmentez de format, vous diminuez relativement la taille du grain pour un film donné, et vous augmentez, vous vous rapprochez, donc vous augmentez le grandissement. D'accord ? Il va de soi que si on photographie le Mont-Saint-Michel à 4 km, vous êtes toujours à 4 km. Voilà. La variation du grandissement, hein, c'est que là, on parle de champs proches, on parle de choses à moins de 5 mètres, hein, grosso modo. Et donc du coup, quand vous augmentez le grandissement, vous augmentez la taille des cheveux, la taille des sourcils, la taille de l'iris, la taille de la pupille, la taille du grain de la peau, et ainsi de suite. Et vous diminuez la taille du grain qui reste, elle, toujours physiquement la même, proportionnellement diminue. Donc vous obtenez, même avec des films de 400 ASA, une finesse d'image que vous n'avez pas avec des formats plus petits. Voilà, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui varient linéairement, comme la taille du grain, et puis il y a des choses qui varient surfaciquement, euh, comme la taille des détails, ainsi de suite. Enfin non, ça varie aussi linéairement. Enfin il y a des aspects qui vont varier linéairement, et d'autres qui vont varier au carré. Voilà. Donc il y a des choses que la profondeur de champ que l'on obtient, elle varie plutôt dans le. J'ai pas révisé ça, plutôt dans le carré, je serais en train de tenter de dire, alors que la finesse du grain et tout ça, ça c'est linéaire. On perd de lignes par millimètre, ça change pas. Donc voilà ce qu'on peut dire dans le choix d'un objectif, et ainsi de suite. Bon, puis il va de soi qu'une 20-25 par rapport à un 24-36, ça se déplace pas pareil. Donc on va pas faire de la photo d'action à la 20-25. Alors une fois j'avais vu un reportage, d'ailleurs je crois même que c'était passé sur BFM TV ou un truc comme ça, je prends les gilets jaunes, il y a quelqu'un qui s'est baladé à 20-25 pour photographier les gilets jaunes, ou une manifestation, je sais plus quoi, à 20-25. Bon ben voilà, c'est arrivé une fois. Hein. J'espère qu'il a pu en faire plusieurs et ainsi de suite, et puis chacun son amusement, mais bon, c'est pas le truc qu'on balade facilement, donc on va réserver ça plutôt pour le paysage, pour la photo d'architecture, la photo d'objet, le portrait posé, voilà. Et donc là, moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur les focales. Donc je vais faire plutôt une T05 C5, où là je vais vous parler des obturateurs. Donc, comme d'habitude, hein, restez éco, hein, et pour essayer de comprendre, optimiser. Euh, c'est là où on comprend beaucoup l'intérêt d'Excel, hein, parce que vous faites des tableaux, faites des recherches sur les objectifs pour dire tel objectif il me plaît pas, je peux faire tel et tel mouvement et ainsi de suite. Donc ça, on peut anticiper pas mal sur ces achats. Et puis du coup, on a un plan. Et puis quand on se balade sur eBay et qu'on se dit tiens, la prime est tombée, tiens la fin du mois, finalement la révision de ma voiture m'a pas coûté aussi cher donc, que je pensais, et ainsi de suite, obligé une rentrée d'argent ou quoi que ça, enfin bon, ou j'ai réussi à économiser, ben je peux peut-être essayer de trouver un 210 ou un 165 ou une chose comme ça, parce que je sais que chez Schneider il y a un 165, chez Nikon il y a un 150 par exemple, il n'y a pas de 165, il y a un 150 en SW, ou en
en 100 degrés de champ, il y a un 120 mm par exemple qui couvre le 8-10, et ainsi de suite. Donc voilà, donc vous faites votre plan d'investissement en disant bah, celui-là il peut être intéressant, je l'ai vu plusieurs fois à un prix acceptable, puis quand vous dites bah tiens j'ai 250 euros, bah 250 euros je peux acheter tel objectif, tel objectif, ou j'ai 500 euros je peux acheter celui-là, ou j'ai 1000 euros et je peux acheter tel autre. Mais bon, en 8-10 notamment, ça monte assez vite, notamment bah, pour les focales que tout le monde recherche. Hein. C'est l'offre de c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc voilà, donc il convient d'anticiper beaucoup, ce qui évite de bah, pas des mauvais achats, mais voilà quoi. Voilà. Puis des fois on tombe sur des choses euh, qui sont pas forcément très recherchées. Moi j'ai beaucoup regardé les Beryl de chez Boyer, par exemple, les Beryl de chez Boyer, 180 Beryl. Bon, j'en ai trouvé, et ainsi de suite, et je les ai essayés. C'est pas le foudre de guerre, hein, mais ça donne des paysages qui ont un charme, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Et puis pour les longues focales, bah, je l'ai pas encore essayé celui-là, mais je me suis trouvé un Telexenar 500 mm. Je me suis trouvé des Apo Tessar et comment il s'appelle, Apo Saphir. 450 à F10, F9 et F10, F9 pour l'Apotessar et F10 pour l'Apo Saphir. Alors ces deux-là, Apotessar et Aposaphir, bah, disons, ça arrache grave sa race. Voilà. Et ça vaut entre 150 et 300 euros, quoi. C'est ce que je veux dire. Bien meilleur que le souvenir que j'en avais de l'Apo Renard en 600 mm, par exemple. Bien meilleur, bien meilleur. Sur un sujet lointain, sur la photo d'architecture. Voilà. Donc, bah, des fois, on a des bonnes surprises. Hein. Voilà. Et c'est là où on s'aperçoit l'intérêt de l'obturateur Copal-Cynar, parce que ça, sans obturateur Copal-Cynar, enfin ça, on va en discuter dans les obturateurs, donc sur la vidéo T05, C5. Donc soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, et puis faites des images quand même. Au revoir.